Let's move it. Donc, I will present in English. My name is Louis Romain Joly, and I'm working for SNCF for the innovation and research direction. In the main, let's say in the mother company, but there are different branches in SNCF. And I'm working on two different subjects, on robotics and also on additive manufacturing. So I will switch to French right now. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qu'on a conduit à cheval sur l'année 2018 et sur l'année 2019 et qu'on en fait pas seul, qu'on a fait en collaboration avec une entreprise bordelaise qui s'appelle Génération Robot, qui est assez connue puisque c'est un distributeur de composants et de robots, mais qui a aussi une activité de développement d'ingénierie. Alors notre robot qu'on a appelé R2P2 se présente comme ça. Ok, c'était déjà été. Donc il est composé, je reviendrai sur sa composition un petit peu après. L'objet de ce robot n'est pas pour l'instant de servir une application métier, mais l'objet de notre projet était de développer une brique technologique qui pourra être utilisée après pour répondre à de vrais besoins métiers. Et cette brique technologique était la capacité de faire naviguer notre robot en toute autonomie et en toute sécurité le long des voies ferrées. Donc le genre d'application métier qu'on imagine pouvoir couvrir après, donc j'en illustre une ici. Certains de nos opérateurs peuvent être amenés à travailler sur la voie pour divers travaux de maintenance sans que la circulation des trains soit interrompue. Pour qu'ils puissent travailler en sécurité, on met en place aujourd'hui ce qu'on appelle une chaîne d'annonce. Donc de chaque côté du chantier, on a 2 sentinelles qui surveillent si un train arrive ou pas. Et au droit des agents qui travaillent, on vient positionner soit un autre opérateur ou plusieurs autres opérateurs suivant la longueur du chantier, soit des haut-parleurs avec des gyrophares pour que les travailleurs soient prévenus de l'arrivée d'un train. Donc c'est quelque chose qui crache à 105 décibels, je crois, pour que les travailleurs puissent quitter la voie, le train passe et après il rentre de nouveau en voie. Donc ce qu'on imagine, c'est pas travailler sur les sentinelles, mais c'est alléger la présence humaine au droit des travailleurs, donc en déployant des systèmes d'annonce automatisés qui existent déjà, mais qu'on pourrait mettre sur le dos de notre robot pour les déployer plus facilement le long des chantiers. Donc voilà, c'est bien remplacer uniquement la tâche centrale, c'est peut-être mettre aussi moins de dispositifs d'annonce, puisque notre robot pourrait avoir plus de capacité à suivre les travailleurs que si on met un boîtier avec un haut-parleur sur un piquet. Voilà, c'est l'un des exemples, il y en a d'autres. J'aurais pu parler d'inspection de poteaux caténaires, de lutte contre la végétation, etc., etc. Les points clés de notre projet, donc je vais essayer d'illustrer ce qui fait les spécificités de notre robot. Puisqu'il y avait déjà eu des travaux sur certaines parties de briques qu'on a retravaillées. Donc un point important, c'est la navigation. La navigation qu'on opère nous, puisqu'il s'agit d'amener notre robot d'un point A à un point B, est peut-être un petit peu différente de la navigation qui est pratiquée couramment, où voilà, on le voyait tout à l'heure, on cherche à faire arriver un robot dans une pièce d'un point A à un point B, mais la pièce, même s'il y a des obstacles, est finalement relativement libre, entre guillemets, pour faire circuler notre robot. Nous, alors là j'ai repris une carte à une échelle un petit peu plus macro, mais ce qu'on veut, c'est que notre robot suive
notre voie ferrée. Et voilà, il n'a pas la liberté, là, s'il doit aller de la ville au Caire jusqu'à Châtillon en Dunois, voilà, on n'a pas envie qu'il passe par Cloix-sur-Loire, on veut vraiment qu'il suive le trait rouge de la voie ferrée. Et c'est même une bande, finalement, très limitée autour de la voie ferrée. Donc là, vous avez une voie ferrée qui est relativement propre, hein. Elles ne sont pas toutes de cette qualité, compte tenu de la très grande période de temps sur lesquelles nos infrastructures ont été construites. Mais là, grosso modo, on veut la zone d'évolution du robot, c'est ce qu'on appelle la piste, donc c'est cette bande-là, cette espèce de chemin qui est à côté du ballast. Voilà. C'est ça la bande dans laquelle notre robot évolue. Donc j'ai appelé ça une navigation pseudo 2D, puisque on est finalement quasiment en 1D parce qu'on suit la voie ferrée, mais on accepte juste d'en dévier un peu pour éviter les obstacles comme le poteau caténaire que vous avez sur la photo, là en milieu de photo. Un autre point très important, c'est la sécurité, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le cheminement du robot, comme le travail de nos agents, va se faire avec une circulation, avec des circulations parallèles de circulation ferroviaire. Même si on réduit les vitesses, généralement les vitesses sont réduites à 160 km/h, mais un train qui passe à 160 km/h produit un effet de souffle, et du coup un effet d'aspiration. Et si vous êtes dans cette zone, voilà, si vous vous trouviez à 1,20 m par exemple du rail, vous pouvez vous retrouver aspiré sous le train. Et bon, là en l'occurrence, quand c'est un humain, c'est pas très bon pour vous. Mais quand c'est un robot, du coup, ça peut même remettre en cause la sécurité de la circulation. Voilà, si on a un moteur ou un élément assez massif qui a la mauvaise idée de passer sous une roue, voilà, et que ça conduit à un déraillement, c'est pour nous l'événement redouté le plus critique, quoi. Donc, notre robot doit être capable de naviguer sans jamais rentrer dans cette zone de danger. Sachant que la référence, pour matérialiser la zone de danger, c'est notre champignon de rail. Il n'y a rien d'autre dans le paysage, entre guillemets, qui nous permet de positionner cette zone d'1,50 m. Enfin, dans la façon dont on a conduit notre projet, alors là c'est un peu, on parlait de cloud computing tout à l'heure, nous on s'est placé à l'exact opposé, pour l'instant en tout cas. On a voulu que notre solution soit vraiment très locale, alors pour plusieurs raisons, mais une est illustrée ici. Si je dois aller consommer des données, parce que les cheminements qu'on a à faire peuvent être longs, si je dois aller consommer des données depuis un serveur centralisé, soit j'ai besoin de le faire à la volée, et là la couverture réseau va nous poser problème. Voilà, j'ai pris là comme exemple juste un opérateur, hein, mais j'aurais pu superposer les cartes de différents opérateurs. Et là c'est juste la couverture, je ne parle même pas encore de la qualité du signal, qui fait que certaines zones couvertes sont quand même avec une qualité qui est très faible. Donc voilà, si j'ai besoin très régulièrement d'aller interroger un serveur pour obtenir des cartes, là je peux me trouver dans une situation où je n'ai pas accès au serveur parce que le réseau de communication n'est pas présent le long de la voie, quoi. Excuse-moi, juste une question. Et du coup, les opérateurs de télécom objets connectés type Sigfox, eux, a priori, ils couvrent des alors Sigfox, je pense que ça, on est quasiment intégralement couvert. Sigfox ou LoRa. Mais c'est pas utilisable ? Pas pour alors on peut transmettre des quantités de données qui sont quand même relativement très faibles. D'accord, relativement faibles. Sigfox, c'est à la fois les messages sont petits et en plus je crois que tu as le droit qu'à une transmission par minute. Ah oui, d'accord. LoRa, c'est un peu plus élevé. La 5G ne va pas bousculer ça dans les 4-5 prochaines années. Il faut rester ouvert à la possibilité que... Peut-être, mais la 4G, elle a déjà démarré il y a un certain temps. Là, c'est du réseau 4G, on n'est pas encore en couverture intégrale, sachant que les antennes de 5G sont, à ma connaissance, de portée encore plus limitée.
des gens sont partis chez nous au Japon, là, et il y a 6 mois, les Japonais étaient très enthousiastes sur la couverture 5G, ça allait être génial. Et ils commencent à se dire, ah ouais, la couverture 5G le long des infrastructures, d'autant sur des qu'en grands Suisse, linéaires. ils protestent, les citoyens protestent contre l'installation de la 5G. En plus. Avec les États-Unis. Donc voilà, donc, nous on s'est dit, on va déjà essayer de faire la solution en local sans consommer des ressources externes. On parle de plus en plus de BIM et de choses comme ça pourrait être génial de disposer de sources d'informations comme ça, mais pour nous, le fait de savoir le faire en ayant besoin de peu de données externes nous semble plus complexe que d'avoir intégré ces données. Donc si déjà on réussit à le faire en local, on se dit que demain, quand on aura des sources d'informations plus riches, ça sera... il y aura probablement d'autres questions qui se poseront, mais ça sera un plus et qui devrait nous simplifier la tâche. Il y a du CPL sur le caténaire, c'est connu. Ouais, alors la qualité du courant, du niveau de tension sur le caténaire, je ne parierai pas. EDF n'aime pas du tout le courant qu'on restitue à la caténaire, il le trouve beaucoup trop sale pour... voilà, donc on a voulu que les préparations de mission soient le plus légères possible en consommation de données. Et typiquement, quand notre opérateur va rentrer, indiquer la mission qui doit être réalisée par le robot, donc il peut le faire avec une interface sur une tablette, sur un smartphone, enfin via une interface web, quelque chose de très léger. Et il n'a pas des milliards de données à indiquer à notre robot. Donc il y a des données qui sont indispensables, qui sont celles qui sont figurées ici en bas. Là. Donc c'est le point kilométrique, parce que sur nos installations, tout est repéré en point kilométrique. Donc c'est l'abscisse curviligne le long de la voie. Généralement, quand on part de Paris, on est au point kilométrique 0. Et quand on arrive ici à Saint-Quentin, on est au point kilométrique, je ne sais pas trop combien, 135 ou quelque chose comme ça. Le point kilométrique de fin de mission, qui n'est pas nécessairement... donc c'est le point auquel on va récupérer le robot, mais on peut très bien récupérer le robot au même point que celui auquel on l'a laissé. Il n'y a pas d'obligation à ce que le point soit forcément d'abscisse curviligne plus élevée. Et puis les différents points caractéristiques, donc les chantiers, les endroits auxquels le robot va avoir une mission spécifique, et les points singuliers qui sont les bifurcations, puisque ce sont des points sur lesquels il va falloir que le robot franchisse le rail. Et voilà, on ne veut pas qu'il fasse, là pour le coup, en autonomie, on veut qu'il s'arrête et que ce soit un humain qui lui fasse franchir le rail. Et puis un certain nombre de données de contexte, voilà, qui ne sont pas indispensables au robot, voilà, savoir qui circule au bord de la voie, qui va de Paris à Lille, lui il s'en fiche. Mais voilà, c'est un certain nombre d'habitudes compris des opérateurs et qui leur permet eux de mieux se projeter dans la mission du robot. Alors, du point de vue du hardware, donc on a réutilisé comme base un UGV de ClearPass, donc le Husky, celui qui est un peu dans leur gamme intermédiaire. Et on a juste remplacé les batteries de plomb par leurs batteries de plomb standard par des batteries lithium fer phosphate, voilà, pour des questions évidentes de durée d'utilisation de la batterie qui était d'à peine 2 heures avec la batterie de plomb, donc voilà, c'est un peu compliqué quand on part en mission. Donc on utilise, le principal capteur utilisé, c'est un lidar 16 nappes du constructeur chinois RoboSense. On a utilisé un GPS U-Blox, un kit d'évaluation EVK7P, donc, qui est un GPS standard, qui n'a pas la précision RTK. À l'avant, on a quand même mis une caméra stéréo, puisque notre lidar, de par sa position, ne voit pas les obstacles bas et proches du robot. Donc ça, c'est le rôle de la caméra stéréo. Donc une caméra passive, une Z Mini, qui est rétrospectivement peut-être pas le meilleur choix, mais c'est en tout cas celui qu'on a fait dans notre première phase. Voilà, un routeur pour construire un réseau Wi-Fi local, un PC sans fan et une Nvidia Jetson, donc pour pouvoir
traiter les données de la ZMIN. Et une centrale inertielle qui était un UM7 qu'on a aujourd'hui remplacé puisqu'on n'est pas très satisfait, on n'était pas très satisfait du comportement de l'UM7 qui avait des dérives, qui étaient sensibles aux perturbations électromagnétiques, donc on a remplacé par un autre capteur. Donc voici l'ensemble des nœuds ROS qui ont été développés pour faire tourner le robot. Donc en fait, on n'en a pas développé nous-mêmes tant que ça. Voilà, cette partie-là, c'est Génération Robot et nous qui l'avons développée, ainsi que cette partie-là, après, et celle-ci. Après, l'ensemble des autres nœuds sont des nœuds soit qui sont fournis en standard dans les distributions de ROS, soit qu'on est allé chercher dans les guides. Donc voilà, c'est à peu près moitié-moitié, quoi. Alors, donc pour être capable de naviguer en autonomie le long des rails, on a un peu scindé le problème. Donc le premier point, notre point de référence, on l'a vu tout à l'heure, c'était le rail. Donc on a développé un algo qui, grâce au lidar, aux données du lidar 3D, nous permettait de détecter les rails. Donc pour que cet algo fonctionne, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont formulées. Déjà, il faut que les lignes de scan soient bien identifiées dans la trame renvoyée par le lidar, puisqu'on va le voir, on utilise vraiment l'ordre des données pour pouvoir reconnaître la topologie du rail. Les points doivent être aussi ordonnés, hein, ils ne doivent pas être mélangés, et on a redressé les points grâce à la centrale inertielle, voilà, toujours pour avoir une bonne connaissance finalement du sol en fait. Ça nous aide énormément à traiter le nuage de points. Donc une fois redressé, on a à peu près 16 000 points qui sont intéressants, puisqu'évidemment, comme notre lidar est incliné, vous l'avez vu sur les photos, tous les points qui pourraient être captés à l'arrière du robot sont pas intéressants, puisqu'ils regardent le ciel en majorité. Et ensuite, on a mis en place une détection en 3 étapes pour aller chercher le rail. Donc on va premièrement détecter un certain nombre de points dits de points d'intérêt, qu'on va ensuite utiliser pour essayer d'identifier des lignes qui pourraient être des rails potentiels. Et enfin, on identifiera le rail à suivre et on le suivra. Donc pour détecter les points d'intérêt, on vient utiliser des propriétés topologiques du rail. Quand notre lidar vient frapper le rail, donc là le lidar est dans ce sens-là, donc au début il voit le sol, puis le flanc du rail, et après on a une certaine zone de masquage avant que le faisceau du lidar ne vienne de nouveau refrapper le sol et ensuite le rail suivant. Donc le premier filtre qu'on utilise, c'est ce saut qui correspond à la zone de masquage du rail. Ensuite, on vient utiliser le fait que sur notre rail, on a un point haut, qu'on doit avoir une certaine continuité dans les points qui correspondent au flanc du rail, et enfin, que notre rail, il y a différents types de rails, mais le rail fait généralement une certaine hauteur, autour de 15 cm pour retenir un ordre de grandeur. Donc voilà, si on voit quelque chose qui aurait toutes ces propriétés-là, mais qui fait 2 mètres de haut, on sait que ça ne peut pas être un rail et on peut le rejeter. Et donc il faut que toutes ces conditions soient remplies pour qu'un point soit considéré comme un point d'intérêt. Et on fait le balayage dans un sens et dans l'autre.
Donc on est parti tout à l'heure, on avait 16 000 points. Avec le premier des filtres qu'on fait, on tombe à peu près 300 points. En cumulant le premier filtre et le deuxième à 250 points. Et puis, une fois qu'on a cumulé 3 filtres, on n'a plus que quelques dizaines de points, ce qui devient quand même intéressant de passer de 16 000 à 300, c'est quand même une belle réduction. Alors que si on devait formuler les hypothèses sur les 16 000 points, on s'en sortirait. Donc l'étape suivante, c'est maintenant de réussir à partir des points d'intérêt, donc ici, qui sont ici là en gras sur ce graphique, à aller reconstruire des lignes à partir, enfin, ce qui semble être des lignes pertinentes qui pourraient être construites par l'enchaînement des différents points d'intérêt. Donc on procède vraiment en allant examiner ligne de scan après ligne de scan, d'où les hypothèses importantes qui étaient formulées tout à l'heure d'ordonnancement des lignes. Donc on va commencer par prendre les premiers points d'intérêt sur la première ligne, et puis on va aller voir si sur la deuxième ligne on sait trouver les points qui sont alignés avec ces premiers points. Alors c'est vrai que quand on n'a que 2 points, on n'a pas trop de problème à trouver une ligne, mais on va faire ça à différentes étapes en progressant de ligne en ligne. Donc voilà, donc quand on trouve des points alignés, ben, on confirme l'hypothèse, et puis quand les points ne sont pas alignés, comme c'était le cas entre lui et lui, on avait au pas précédent une hypothèse qu'on pouvait formuler ici, mais comme elle n'est pas confirmée par ce point-là, ben, on la rejette. Et en progressant comme ça, avec la ligne 4, 5, 6, etc., c'est là qu'on arrive à extraire des lignes pertinentes. Ensuite, on peut avoir des lignes, mais qui ne sont pas des rails, et pour différencier les lignes qui correspondent bien à des rails, on utilise l'écartement, puisque l'écartement est normé, hein. On sait que c'est 1435 mm entre les faces internes du rail, en France en tout cas. Donc on peut faire le tri dans les différentes lignes qui ont été détectées en cherchant des lignes parallèles qui sont espacées entre elles, grosso modo d'un mètre et demi. Et tout ça nous permet du coup, in fine, dans notre nuage de points, d'aller retrouver les 2 lignes qui correspondent à notre rail. Donc ensuite, la question de l'identification et du suivi. Donc, quand le robot chemine le long de la voie, il peut de temps en temps perdre la vue, entre guillemets, et ne plus voir le rail. Donc, il est évidemment, le robot ne doit pas s'arrêter dès qu'il perd le rail pendant 1 seconde, parce que sinon on n'irait pas bien loin. Donc on a utilisé un mécanisme en fait où à chaque nouveau pas de temps, on vient regarder les lignes qui sont détectées, et si un nouveau pas de temps, on vient de détecter une ligne qui avait déjà été détectée au pas de temps précédent, eh bien on vient renforcer la validité de notre hypothèse, et à contrario, si la ligne n'est plus détectée, on la dégrade. Jusqu'à un certain temps, on dit que l'hypothèse est un score tellement bas qu'on ne peut plus considérer ça comme une hypothèse valide, et on la rejette. Et le rail suivi par le robot est toujours le rail qui est le plus proche de lui au démarrage. Donc sur le suivi de rail, il était important, puisque le rail n'est pas toujours droit en fait, on peut quand même avoir des courbes, donc là il était bien important de projeter le robot sur l'abscisse curviligne du rail pour bien repérer sa progression le long du rail. Donc on a beaucoup travaillé en simulation pour mettre au point nos algorithmes, puisque amener un robot le long d'une vraie voie ferroviaire est compliqué.
D'autant qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la preuve, même si on essaie de travailler pour que ce soit le plus propre possible et le plus robuste possible, on ne sait pas amener la preuve formelle qui ne rentrera jamais dans la zone dangereuse. Donc voilà, nous donner accès aux installations est aujourd'hui potentiellement un peu compliqué. Donc, on a essayé d'utiliser un maximum la simulation et on voit que bon, on arrive très bien à suivre l'abscisse curviligne avec à la fois la détection de rail et la projection du robot sur l'abscisse curviligne de la. Du point de vue de la navigation, donc on a utilisé 3 sources de localisation, donc une source absolue qui est le GPS, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a utilisé un GPS standard, donc avec une précision plutôt de l'ordre du mètre quand même, une centrale inertielle et l'odométrie, et au final on a même décidé de se passer du GPS qui nous amenait plus de problèmes, notamment sur le positionnement latéral. Puisqu'on a vu la bande de circulation est quand même étroite, donc quand on a 1 mètre d'imprécision en latéral, le robot a vite tendance à croire qu'il est en zone dangereuse et à s'arrêter. Et on voit qu'avec la centrale inertielle et l'odométrie, on s'en sort finalement relativement bien. Par contre, on n'a pas fait aujourd'hui de cheminement on a fait un cheminement sur quelques centaines de mètres. On voit que c'était encore satisfaisant sur quelques centaines de mètres. Et là, on devrait, en début de mois prochain, faire des cheminements plus importants. Et là, plutôt sur plusieurs kilomètres. Et là, on verra si sans le GPS, on s'en sort plus bien de la même façon. Et après, donc, en navigation, on a utilisé que des outils fournis en standard par Ross. Nous n'avons rien développé nous-mêmes. Du coup, vous arrivez à vous localiser juste avec l'odométrie et la centrale inertielle? Ouais. Sur long, enfin sur 100 mètres? Sur 200 mètres, oui. En utilisant aussi la position du rail détecté? Il essaie de se positionner par rapport au rail aussi. Oui, mais par contre, le rail ne lui fournit aucune indication longitudinale. Il n'y a pas de repère longitudinal sur le rail. Mais s'il y a juste la position sur la ligne, vous n'avez pas des problèmes de. Enfin, ça dépend de la centrale inertielle après. Beaucoup. Ouais. Pourtant, c'est pas une centrale inertielle de folie. Hein. Ouais, c'est bien. Mais voilà, après, le robot roule à 1 mètre par seconde. Donc, il roule à pleine vitesse. Donc, ça fait pas non plus 200 mètres, ça fait pas non plus un temps hyper important. Et... c'est-à-dire que j'ose imaginer le nombre de glissements sur un vrai parcours, hein, je parle là. Force est de constater que finalement, heureusement pour nous, ça se passe pas si mal que ça. Et au bout de 100 mètres, c'est combien à peu près l'erreur? Alors c'est difficile à mesurer parce que on compte finalement le nombre de traverses et connaissant l'espacement entre les travers, mais c'était de l'ordre de quelques mètres, quoi. Ah, mais quand même, ok. Ouais. Okay. Donc là, le GPS peut servir pour le coup. Ouais. Et comme il nous perturbait beaucoup en latéral, il faudrait travailler différemment pour l'utiliser qu'en longitudinal du coup et éliminer complètement sa composante transversale. On n'a pas fait. Ça le passé. Donc pour ce qui est de la zone dangereuse, donc on l'a vu, notre robot est capable de détecter le rail avec les lignes bleues et la ligne blanche qu'on a vue tout à l'heure. Du coup, on vient rajouter dans sa cartographie, dans sa cosmap locale, une limite virtuelle qui correspond à la zone de danger. Donc on vient placer 1m70 de notre ligne blanche. Ici, il n'y a pas d'ordonnancement. La ligne peut être tantôt blanche, tantôt bleue. Il n'y a pas de code couleur vraiment associé. Donc on vient placer une limite virtuelle ici à 1m70 et on place une autre limite virtuelle à 5 mètres pour éviter que le robot ne diverge trop.
du coup finissent par complètement perdre leur. Mais voilà, tout ça est paramétrable, et on a travaillé aussi sur la structure ici de coefficient d'attraction pour que notre robot ait quand même plutôt tendance à venir naviguer le long de la voie plutôt que vraiment au milieu des 5 mètres. Quoi. Parce qu'il y a quand même des bosquets, voilà. La zone où il a plus de chances quand même de trouver une route confortable, et c'est proche du rail. Donc on a fait ensuite différentes simulations pour vérifier que malgré des masquages, donc qui ne sont pas forcément très réalistes, mais voilà, en plaçant des murs de 2 à 3 mètres de long, le robot pouvait, pendant l'espace de quelques secondes, ne plus voir le rail, mais quand même continuer sa route. Et on a aussi, avant d'aller sur le terrain, vérifié en simulation qu'en cas de bifurcation, le robot pouvait bien progresser jusqu'à la bifurcation, et une fois qu'il a 1,50 m des deux côtés, donc c'est-à-dire qu'il a 2 zones dangereuses qui l'encadrent, il ne peut plus avancer, il demande à un opérateur de reprendre la main pour lui faire franchir le rail. Et dans l'autre sens, il arrive à détecter qu'il y a... Là, c'est s'il rentre dans l'angle... Il y a 2 types de dans les 2 cas, bifurcation entrante et bifurcation sortante. Il sait détecter. Ça suffit. Évidemment, il fallait aussi qu'il soit capable d'éviter n'importe quel type d'obstacle dépassant une certaine hauteur, qu'il soit vu ou pas par lidar. Voilà, tout ça a été vérifié en simulation. Donc on a amené notre robot sur le terrain. Donc comme je l'ai dit, il est quand même compliqué de pouvoir l'amener le long d'une vraie voie. Donc on a essentiellement fait nos essais sur des sites qu'on appelle chez nous des bases arrière, donc qui permettent de préparer les trains de travaux, en fait, de mettre le ballast, les rails sur les trains avant qu'ils soient acheminés vers les zones de travaux, parce que sur ces emplacements, la sécurité ralentir un peu les vidéos du coup. Les conditions de sécurité à mettre en place sont quand même beaucoup plus légères. Donc là c'était notre essai de cheminement du coup sur 200 mètres, on lui a fait faire l'aller-retour, et on est revenu à quelques mètres près à la même position qu'au départ. On a testé aussi sa capacité à éviter différents obstacles. Il n'est pas passé à l'intérieur. Ou bas. Il n'est pas passé à l'intérieur le long du rail. Voilà, on lui a même mis une voiture barrant complètement son chemin, et il s'est bien arrêté comme ce qu'on voulait. Et donc, voilà, là on le fait passer le long entre la voie et le poteau caténaire. Donc le trait vert là matérialise le mètre 50 par rapport au rail. Donc vous vous souvenez, il a une limite à 1,70 m, ce qui fait que là il est vraiment très très proche de ses limites. Et du coup, voilà, comme ça a été dit tout à l'heure, nous aussi on réduit sa vitesse quand il est très proche, encadré par des obstacles. Et donc c'est pour ça qu'il hésite, il va tout doucement pour passer le poteau caténaire. Et voilà, un essai là sur un autre de nos sites, avec une banquette, donc des rails qui sont beaucoup moins hauts par rapport au sol que c'était sur le site précédent. Voilà. Et là, il n'est pas téléopéré, même s'il y a quelqu'un caché derrière la voiture, il est bien en fonctionnement 100% autonome. Donc on lui a mis un point de départ ici, on lui a dit tu vas 20 mètres devant toi, ensuite tu fais demi-tour et tu reviens à ton point de départ. Les perspectives, alors je peux en citer 2, enfin une qui peut se raccrocher au thème du cloud computing.
de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun algorithme d'intelligence artificielle dans tout ce qu'on a fait, hein. C'est que des traitements algorithmiques classiques. On a quand même été assez surpris de la robustesse, du niveau de robustesse qu'on arrivait à obtenir. Notre détection de rail, elle tient vraiment le choc, quoi. Et on s'est dit qu'on pourrait justement essayer d'utiliser notre algo de reconnaissance du rail pour justement créer un set de données labellisées pour être capable d'entraîner demain des algorithmes d'intelligence artificielle s'il y avait un besoin. Voilà. De la même façon qu'il y a aujourd'hui des SDK, par exemple pour les lidars, qui permettent de reconnaître des éléments de l'univers routier, les vélos, les camions. Voilà. Ça pourrait être intéressant pour nous de disposer d'un SDK ferroviaire. On sache extraire dans un nuage de points d'un lidar les éléments qui sont caractéristiques de l'environnement ferroviaire. Et en premier lieu, du coup, c'est quand même le rail. Voilà. Donc ça pourrait être une application de l'algo qu'on a développé. Au-delà évidemment de toutes les applications métiers qu'on essaie maintenant de promouvoir. Et en parallèle de ces projets, on essaie aussi de construire une communauté métier qui soit centrée sur les besoins du ferroviaire, puisqu'on voit qu'ils sont aujourd'hui largement méconnus. Les robots qui sont développés pour le médical, pour la défense, pour la logistique. Je vais forcément oublier, mais bon, bref, voilà. Mais en tout cas, et l'agriculture aussi, c'est un secteur important. Mais aujourd'hui, quasiment personne ne développe de robots pour le ferroviaire. Et voilà, notre idée d'essayer de médiatiser nos besoins, et plutôt que de vouloir repartir à partir de zéro, l'outil, la communauté ROS nous semble être un point sur lequel on peut essayer de produire un effet levier pour accélérer et aussi mutualiser nos développements, parce qu'on fait la promotion de cette communauté au niveau européen. J'ai échangé hier avec la Deutsche Bahn sur le sujet. Voilà, j'espère que d'ici quelques mois maintenant, on aura réussi à donner corps à cette chose-là, et qu'on couvrira tout le spectre à couvrir, de la recherche jusqu'à l'industrialisation et même la maintenance des robots qui seront utilisés demain pour la maintenance ferroviaire. Voilà. Sur la problématique dont vous avez parlé au tout début de l'inspection du caténaire, par exemple, RTE fait des choses comme ça sur les lignes électriques aussi, avec des drones, du coup. Alors c'est plus coûteux et plus embêtant au niveau automobile. On a aussi une filiale drone, qui ne fait pas d'inspection de caténaire, mais qui surveille le fait que les personnes qui sont en train de piquer le cuivre. Là, je pense que j'étais vraiment sur l'inspection de poteaux caténaires, donc les portants. En fait, ils font à la fois, j'ai été lié à ça pour en reparler, mais ils font aussi l'inspection en fait comment on dit déjà parce qu'ils portent les fils, les pylônes électriques aussi, avec tout ce que ça comporte de trous. Problématique assez complexe pour remonter le long et reconstruire en fait le pylône pour savoir s'il est en bonne état ou pas. C'est des réparations à faire. Bon, l'idée peut être aussi d'utiliser ROS justement pour que, après il faut encore que le secteur de l'énergie soit mis aussi à ce même standard, pour faire en sorte que des packages qui seraient développés pour des besoins qui ne sont pas les nôtres, mais qui pourraient s'adapter aux nôtres, qu'on puisse les récupérer et changer les jeux de paramètres ou les quelques lignes de code qu'il faudra changer. Donc on veut utiliser ROS certes pour mutualiser en intra-métier, mais aussi en inter-métier. D'autant que la problématique de végétation envahissante, ils l'ont aussi. Le routier, c'est aussi ça. Les gens qui gèrent les autoroutes en eux-mêmes. Et toute personne pourra utiliser le glyphosate.
Ben non, on va mettre des robots qui vont faire ça mécaniquement. Évidemment. C'est ça le sujet. C'est vraiment ça le sujet. Sinon, c'est une explosion par 100 de nos coûts de ce poste dans nos coûts de maintenance. Ah ouais. J'ai une question un peu méta, mais à part on va dire, la détection du rail, qu'est-ce qui est spécifique aux applications ferroviaires, enfin, du genre que tu as montré, qu'on ne retrouve pas ailleurs justement, parce qu'il y a plein de choses, on voit la navigation, bon finalement... Dans la navigation, c'était juste être capable de traiter, de se repérer en abscisse curviligne en fait. C'était pas un truc de fou, hein. Oui, on est d'accord. On est d'accord, mais ça c'était une petite spécificité. La détection de rail, il y a déjà pas mal de gens qui s'étaient penchés dessus, mais soit avec des lidars beaucoup plus denses que celui avec lequel on a travaillé nous, et pas avec le même point de vue. Les gens ont beaucoup travaillé à comment détecter la rail quand je suis déjà sur le rail, ou quand je suis un avion qui survole le rail. Par contre, on n'a pas trouvé d'ailleurs, sinon on aurait réutilisé, on n'aurait pas fait nous-mêmes. Comment je détecte le rail quand je suis piéton à côté du rail. D'accord. Mais sinon, je veux dire, à part on va dire l'analyse du rail, la détection du rail, est-ce qu'il y a d'autres choses, c'est ça que j'arrive pas à me faire idée, est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiques aux ferroviaires, on va dire en général, qui demanderaient à être traitées, si je justifierais d'une communauté spécifique. Ouais, voilà, c'est ça, parce que si c'est que le rail, bon peut-être... faut élargir c'est pas, mais encore une fois, je pense que le plus gros point de la communauté, c'est pas nécessairement de faire développer des choses spécifiques, c'est pas mon point, mais c'est plutôt de dire aux gens, regardez, on existe, il y a des besoins ferroviaires, ils sont de cette nature, et surtout si vous avez déjà développé quelque chose, que vous pensez que ça se colle à notre contexte, et réutilisons-le, et surtout ne redéveloppons rien de spécifique. La remarque, elle est positive, hein. C'est pas une critique, c'est juste essayer de creuser comme ça. C'est quoi l'application? On veut des Quelles problèmes. sont les applications? C'est ça, on bouffe du problème. Mais nous, c'est bien. On rend rarement des solutions. Si on veut créer cette communauté, c'est bien pour avoir un mégaphone et vous dire, regardez, il y a aussi des besoins en maintenance ferroviaire. C'est ça le plus gros point. J'imagine, parce que refaire les remblais, tout ça, c'est des problématiques qu'on voit. Enfin, l'entretien des remblais, on voit détecter ce qui était arrivé à Bretigny, là, les machins mal vissés, tout ces... Ça, c'est plein de choses, c'est très très spécifique pour la peine. Si tu veux suivre le rail et inspecter boulon par boulon, est-ce qu'il est correctement vissé, est-ce qu'il y a un problème? Mais plein d'autres industries ont ce problème de détecter un boulon qui est desserré. Donc ça aussi, on peut dire que finalement, c'est pas spécifique. Là, c'est en extérieur aussi, je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, il y a l'extérieur. Il me semble que c'est quand même une... Juste de rouler le long de l'avant, on a vu là, que ça patinait quand même un peu sur certaines vidéos. Et c'était plutôt des situations qui avaient l'air assez idéales. Oui, c'était comparativement des vrais rails à ce que j'ai vu en arrivant 50 ans, c'est pas facile de circuler, là, on le voit. Je demandais même quelle est la taille des roues pour réellement pouvoir circuler de manière à peu près sûre sur des kilomètres. Après, il y a d'autres aspects que je vais pas évoquer ici. Voilà, il y a le fait qu'à travers de cette communauté, on veut finalement créer un écosystème en fait. Et Ross n'est que le point sur lequel on imagine pouvoir prendre appui pour aller vers cette communauté. Et voilà, donc c'est comment on réussit ensemble à mutualiser les coûts, comment on réussit ensemble à ce que les gens qui vont venir nous offrir des technologies puissent en vivre. Parce que il y a aussi ça. Et voilà, par rapport à certaines, par exemple aujourd'hui les projets européens font beaucoup la promotion d'une solution un peu complète clé en main. Dire vous industriels venez présenter votre problématique et puis nous on va financer, on va faire en sorte que vous ayez un produit tout packagé qui va répondre à votre solution. Moi quand je regarde l'ensemble des besoins que j'ai, c'est plein de micro-besoins en fait. Et si je fais ça à chaque fois, je demande à quelqu'un de faire une solution répondant à ma somme de micro-besoins, je vais exploser mes coûts et mes délais. Et le fait de monter cette communauté, c'est aussi pour moi une façon de dire certes on a un besoin, mais on n'a pas un besoin de robot, on a un besoin de briques technologiques qu'on assemblera pour répondre à nos besoins. Voilà. Et, alors, je change de sujet, mais par rapport à, on va dire, à la fiabilité, à la tolérance aux fautes, est-ce que vous avez regardé ça? Parce que c'est un truc super compliqué à gérer. Parce que là, par exemple, le lidar, bon, on va supposer qu'il marche parfaitement, mais est-ce que vous avez intégré des méthodes de diagnostic pour estimer l'état du lidar? C'est pas encore le robot.
Ah si, Alors l'état du lidar, enfin, s'il ne marche pas du tout, ça c'est facile. Oui, mais ça c'est le cas simple en fait. Ouais. Je peux faire tourner. Non, on sait qu'on a ce travail devant nous là. Et voilà comment, mettons que voilà, tout se passe bien dans un nombre très varié de conditions. Maintenant, comment j'amène aux organismes enfin, c'est pas les organismes de certification comme dans l'aéronautique, mais réutilisons ce terme quand même. Comment j'amène la preuve auprès des organismes de certification que j'ai bien un taux d'erreur qui est inférieur au niveau requis à 10-7 ou voilà, aujourd'hui on ne sait pas faire cette preuve et on ne sait même pas trop comment la faire en fait. C'est clair, on ne sait même pas comment la faire. L'aéronautique non plus. Je veux dire, en intégrant des techniques comme ça, ils ne savent pas faire j'ai vu un papier là, des gens qui ont fait un robot pour détecter la brillance des ampoules le long des pistes aéroportuaires là. Donc, qui proposait une approche méthodologique. Donc voilà, ça serait intéressant de pouvoir l'appliquer à notre cas, mais on ne l'a pas encore fait. Guy Hochet, il a fait des trucs comme ça. Ouais. Mais on est preneur. Un robot qui était sur des pistes de... Non mais je pense qu'il y a un truc qui est un grand classique dans l'industrie, c'est la redondance. Donc c'est-à-dire que bon, quand on ne sait pas faire, en général on dit on va utiliser c'est ce qui augmente les coûts au final, soyons clairs. Mais je pense que la robotique n'y coupera pas. C'est-à-dire que c'est impossible de garantir qu'un matériel va fonctionner à 100%, donc on utilise la redondance pour diminuer les probabilités en fait. C'est comme ça qu'on va réduire les probabilités. Donc, après, par contre, il faut la gérer la redondance, ce qui n'est pas toujours forcément bien géré. Et après, moi ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était la redondance aussi. En général, ils font de la redondance, on va dire, matérielle brute force, on va dire. Moi, ce que j'ai remonté, c'est la redondance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on a à travers différents capteurs la même information, mais de qualité différente, etc., avec des performances différentes. Donc ça aussi, à mon avis, c'est quelque chose que vous devrez regarder. Là, typiquement, on envisage de remplacer la caméra stéréo, là, parce que moi je trouve que ça consomme beaucoup de ressources. Et puis en plus, il y a comme elle est passive, voilà, dès qu'on va avoir du soleil de face, on ne va plus rien voir. Et surtout par un autre lidar, mais qui serait plus un lidar de proximité, qui pourrait peut-être permettre d'avoir une confirmation des positionnements du rail. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être faites. Après, même si on a cette redondance des lidars, à un moment, il faut montrer que notre soft. Ah, ça c'est un autre problème encore. Ouais, mais ça aussi, ce chantier est devant nous. Et là, ce que je veux dire, c'est que au-delà de la redondance fonctionnelle telle que j'ai montrée, elle a un avantage, c'est que comme on utilise des modalités différentes, ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Enfin, une caméra, je dis n'importe quoi, mais une caméra et un lidar, c'est pas soumis aux mêmes contraintes. Alors, disons, et du coup, si tu as une erreur sur un lidar pour une situation particulière, ou une caméra, j'inverse le problème, pour une situation particulière, parce qu'on ne saura pas toutes les gérer, ça c'est clair. Et dans ce cas-là, il est possible justement de s'appuyer sur ça, de s'appuyer sur cette différence de modalité, cette complémentarité, voilà, pour exploiter l'autre et dire non mais attendez, bon là on va dégrader un peu, on ne sait pas être aussi précis par exemple, mais au moins on aura une information, tandis que dans notre cas de figure, on sait que... C'est au moins, enfin dans notre cas, arrêter le... Je peux mettre un bras de robot pour aller toucher le rail. Ça y est, je suis bon, je suis à 2 mètres. Faire un robot palpeur. Ça, on attend qu'Ingrilla ait avancé sur ces soft robots là. Quand ils seront mouillés, ils pourront passer sous les rails, sous les roues. Et pour la certification, là, de toute façon, là, c'est sûr qu'on est sur un problème très transversal qui est problématique à plein de... Et c'est même pas limité maintenant à la robotique. La robotique, ça fait au moins 15 ans que j'entends dire il n'y aura jamais de robots qui vont se balader tant qu'on n'aura pas trouvé les moyens de certifier. Et là, maintenant, je vois qu'avec la mode de l'IA, ils veulent mettre de l'IA partout maintenant, y compris dans les avions. Et là, à l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse, ils ont un groupe de travail sur la certification aéronautique. Je sais même pas procédé. J'ai pas d'IA. Mais l'IA, ce n'est rien d'autre que de l'algorithmique de toute façon. Surtout l'IA numérique, c'est que des calculs de toute façon. Même sur mon livre, comment j'amène la preuve que si mon point il est vu
1 cm plus loin qu'il est réellement, mon algorithme il va pas être perturbé, il va pas se mettre à dire n'importe quoi. Ouais, il faut des jeux Mais de ça, tests c'est toutes des monstrueux. techniques d'autocontrôle, effectivement, sur le résultat. Comme on dit, c'est en fait d'accumuler différentes informations. Déjà, vous avez une grande chance qui est que, à part les phases initiales, a priori, vous avez une prévision sur, on va dire, 5-6 mètres, voire même 10 mètres, assez précise d'où est-ce qu'il doit être le rail. Parce que les courbures maximales sont connues, etc. Donc vous avez des moyens d'autocontrôle assez forts. Un robot qu'on peut ralentir facilement, qu'on peut même stopper un certain temps pour éviter. Donc je pense que l'accumulation de ces techniques-là qui va faire que Après, vous la allez apporter une validation, garantie parfaite. De toute façon, il n'y a personne qui fournit, il n'y a pas grand monde plus exactement qui fournit des preuves formelles de son système. Hein. Parce que, à moins que vous ayez des applications du genre où il faut que le robot court aussi vite, avance aussi vite que le train pour le suivre, donc à point, là ça peut devenir plus compliqué. Il faut une deuxième rail. On peut l'arrêter, ça va, je pense. Hein. Non, mais sur l'assertif, de toute façon, ça passera par à mon avis, comme pour le reste, par des tonnes de tests. Parce que la preuve formelle dans le domaine, ça n'existe que marginalement, on va dire. Et donc, sur le test, je pense que vous avez un gros avantage, c'est que vous connaissez parfaitement votre réseau, non? Vous avez une carte de tout le réseau. Oui, on a des cartes. Après, est-ce qu'on a les cartes dont on a besoin? C'est une autre question. Bon, ça c'est peut-être quelque chose à créer, justement. Est-ce qu'elles ont elles-mêmes la précision requise? Ça, c'est une bonne question. Il y a un gros investissement en ce moment sur le BIM, enfin tout le monde en parle, et nous, autant que les autres. Voilà, mais on n'y est pas encore. Et puis, les militaires, ils savent peut-être mieux que la SNCF où sont les voies. C'est pas impossible. Ils doivent les utiliser. Non, mais je veux dire, vous avez cette chance-là, c'est que vous avez un environnement maîtrisé, quand même, globalement. Bah, les voies, enfin, c'est à vous, c'est vous avez. Mais la tenue à jour de cette connaissance est très coûteuse. Parce qu'il y a, certes, il y a des éléments qu'on maîtrise. Quand on fait des travaux, a priori, Ça, j'entends. on doit savoir ce qu'on fait, mais il y a tout ce qui est végétation qu'on ne maîtrise pas, Ah, tout à fait. subi et qui peut nous embêter. Tout à fait. Donc, tenir à jour le BIM, sur 30 000 km de réseau, c'est un défi. pas une question Ouais, aussi c'est un triviale défi. que C'est ça. un travail à confier à des robots. Mais justement, et voilà, et ça ou d'autres champs, voilà, comment faire des données qui ne sont pas forcément très précises, mais qui peuvent être assez régulières, comment on pourrait en tirer parti de façon la plus efficace possible pour tenir à jour le BIM, etc. Même d'avoir des flottes de robots qui circulent sur les voies la nuit. Bon, les trains peuvent le faire. On pourrait même embarquer sur si les on trains. équipe les trains. C'est vrai. Il le semble que les trains autonomes rouleront d'ici Non, mais même une dizaine d'années. les trains qui circulent, on les équipe de lidar, pour prendre après, les les lidars. informations. Et ça pourrait mettre à jour, effectivement. Après, eux, on peut leur embarquer des centrales inertielles de fou, on peut leur. Je pense que ça doit déjà être le cas. Hein, Ils ont un collègue qui s'occupe que de ça, quand il parle du prix de ces centrales ouais, inertielles. ça fait rêver. Ok, c'est le prix de mon robot là, tu vois. Ouais. Même si tu veux, je sais que Merci. je pourrais pas.